La Côte d'Ivoire se prépare pour la prochaine présidentielle prévue dans 2 ans. Depuis la semaine dernière, la scène politique ivoirienne n'est plus la même. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est rentré le week-end au pays après avoir pris ses vacances. L'annonce a été faite par son bureau à travers un communiqué. Un séisme de magnitude 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok. La scène se produit 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. C'est là l'essentiel de cette édition, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est rentré le week-end au pays après avoir pris ses vacances. L'annonce officielle a été faite par son bureau à travers un communiqué qui n'a pas précisé si le chef de l'État a pu rencontrer son médecin durant son séjour londonien. On fait le point à travers cet élément. Après avoir pris quelques 10 jours ouvrables de vacances, le président nigérian Muhammadu Buhari est rentré samedi à Abuja. Le chef de l'État avait commencé ses vacances à Londres le 3 août dernier, sans préciser s'il y verrait son médecin. Le président nigérian a effectué de nombreux séjours à Londres pour des raisons de santé. En mai dernier, le dirigeant nigérian avait passé 3 jours à Londres pour raisons médicales, après y avoir passé plus de 5 mois l'an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public. Ce nouveau séjour, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise, après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, a relancé les soupçons sur l'état de santé du chef de l'État. Le principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple PDP, a toujours insisté sur le fait que le président Buhari est indisposé et inapte à gouverner. Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession, malgré les critiques sur ses capacités physiques à diriger le pays. La Côte d'Ivoire se prépare pour la prochaine présidentielle. Déjà, les militants se mobilisent 2 ans avant. Depuis la semaine dernière, la scène politique ivoirienne n'est plus la même et pour cause. Libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Appel du président Alassane Ouattara de passer la main à la génération montante. En voilà des événements qui rendent dynamique et changeante l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Samedi dernier, ce sont des partisans de Guillaume Soro qui se sont fait entendre. Le mouvement politique Union des Soroïstes, UDS, a tenu son premier conseil national. Les membres de l'UDS exigent que leur leader se présente à l'élection présidentielle de 2020. Tous souhaitent voir Guillaume Soro diriger le pays dès 2020. Leur principal argument est sa jeunesse. Mouvement politique, l'UDS est lancé il y a 1 an par des acteurs de la société civile en soutien à l'action de Guillaume Soro. À Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. C'était lors d'un meeting sur la place de Toamasina devant des milliers de ses partisans qui s'étaient réunis pour la circonstance. C'est sur la plage de Toamasina, devant des milliers de ses partisans, lors d'un rassemblement, que l'ancien président et opposant malgache Marc Ravalomanana a choisi d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain. À cette occasion, Marc Ravalomanana a promis de bâtir le pays, de protéger le peuple, de travailler à faire manger tout le monde. Il a également promis de développer l'économie du pays à travers une industrialisation. Il est temps de vous annoncer que nous allons participer à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. Il y a des gens qui hésitent, mais nous allons gagner dès le premier tour. Je vous l'assure, grâce à vous. Le dépôt de ma candidature a été effectué ce jour à 11h30. Je suis là pour bâtir et non pour détruire. Je suis là pour protéger le peuple et non pour l'appauvrir ou le rendre triste. Je vais donner à manger à tout le monde. N'ayez pas peur parce que je connais ce qu'est l'industrialisation.
Cette déclaration de candidature de l'opposant intervient juste au lendemain de celle du président sortant Herry, qui avait mis fin au suspense en annonçant qu'il allait briguer un second mandat. L'autre opposant et ancien président Andry Rajoelina avait déjà fait l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle au tout début de ce mois d'août. Un séisme de magnitude 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok. La scène se produit 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. Ce séisme produit à Lombok, en Indonésie, était moins forte que celle du 5 août et on ne s'y allait dans l'immédiat aucune victime. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. Selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le séisme a fait paniquer un certain nombre de personnes qui ont fui leur maison. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Il faut dire que les populations sont traumatisées par les précédents séismes parce que les répliques ne semblent jamais devoir s'arrêter. On se rappelle encore, le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. Les souvenirs sont encore vivaces. Plus de 460 personnes ont été tuées dans cette catastrophe et des dizaines de milliers blessés. Une semaine auparavant, une autre secousse avait fait 17 morts sur l'île. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. On parle toujours intempéries, déjà plus de 350 morts et les pluies torrentielles continuent en Inde. Les secouristes tentent de sauver les milliers de personnes piégées par les inondations dans l'État indien de Kerala. Un nouveau bilan de ces inondations a été communiqué dimanche par les autorités locales. Au moins 357 morts. Il s'agit des plus graves inondations qu'a subi cet État du sud de l'Inde depuis un siècle. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans 3 000 camps d'urgence. Des milliers d'hommes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployés pour venir en aide à ceux qui sont encore isolés par les inondations. Le Kerala subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson, mais les précipitations sont particulièrement fortes cette fois-ci. Depuis la fin du mois de mai, des pluies torrentielles ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. De nombreuses routes et 134 ponts ont été endommagés, isolant des districts entiers qui sont les plus affectés. Plus de 10 000 kilomètres de routes ont été endommagés. Selon le gouvernement local, les pertes causées à l'État du Kerala par ces intempéries catastrophiques sont d'au moins 2,9 milliards de dollars. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une aide immédiate de 75 millions de dollars. Voilà qui nous amène directement au sport. On retrouve donc Johannes Toine dans un court instant. Johannes Toine, bonjour. Kodjovia Metonou, bonjour. Ça bouge donc du côté de l'Europe. 4 des 5 grands championnats ont démarré. L'Espagne et l'Italie se sont donc joints à la danse ce week-end. Tout à fait, Kodjovia Metonou. Mais avant d'en parler, on démarre par le championnat anglais. Il y avait de très grosses oppositions, notamment Manchester City qui a pu dérouler face à Huddersfield. Et puis, c'était juste après la victoire en ouverture face à Arsenal. Les Citizens ont donc écrasé Huddersfield, score final 6-1 au cœur d'une prestation collective impressionnante. Un triplé, s'il y avait un homme à retenir, ce serait Sergio Kun Agüero, avec aussi beaucoup de fébrilité défensive chez les coéquipiers de Steve Mounier, l'international béninois. A noter qu'au contraire de son voisin Citizens, Manchester United a lui chuté sur la pelouse de Brighton, 2-3 malgré un but de Paul Pogba sur penalty dans les arrêts de jeu. Résultat de la deuxième journée de Première Ligue, on peut retenir la victoire de Tottenham, c'était samedi 3-1 face à Fulham. La victoire de Chelsea dans le temps additionnel, là aussi 3-2 face à Arsenal. Le match du jour, c'est Crystal Palace-Liverpool, ce sera à
21h. En Espagne, la Liga, le Real Madrid, tout en maîtrise, là aussi, a disposé facilement de Getafe, 2-0. L'homme du match sera le Gallois Gareth Bale. Passe décisive pour le premier but de Dani Carvajal et deuxième but sur une offrande de Asensio. C'était à la 51e minute de jeu. Les résultats à retenir, on va forcément parler de la victoire du FC Barcelone, 3-0 avec notamment un doublé de Lionel Andrés Messi et un but de Felipe Coutinho. Il y a eu aussi une autre victoire éclatante, celle du FC Séville sur le terrain du Rayo Vallecano, un but contre 4 notamment pour le FC Séville. Les matchs du jour, Valence Atlético Madrid à 20h, Athletic Bilbao Leganés à 22h ce lundi soir. Donc en Italie, c'est la Roma pour la première journée donc qui s'est imposée, mais qui a eu du mal sur la pelouse du Torino au terme d'un match peu rythmé. L'unique but du match était l'œuvre de Edin Dzeko, c'était à la 89e minute de jeu. Les résultats à retenir, victoire de la Juventus de Cristiano Ronaldo, 3 buts contre 2 au Chievo Vérone. C'était dans les je dirais, dans les derniers instants de ce match-là aussi. Victoire de Naples sur le terrain de la Lazio, 2-1. C'était une journée avant. Et puis le match du jour, Atalanta-Bergame, Frosinone, ce sera à 20h30. Il faut rappeler que les matchs de la Sampdoria contre la Fiorentina et du Genoa contre le Milan AC ont été reportés suite à la catastrophe de Gênes. C'était en cours de semaine en Ligue 1 française. Pour finir, Reims a dominé Lyon. Surprise générale, 1-1. Guingamp a été battu à domicile par le PSG, 3 buts contre 1. Et puis Nîmes, surprise générale hier en clôture, a battu Marseille, le promu qui s'est offert l'ogre marseillais, 3 buts contre 1. En Allemagne, il n'y avait pas championnat, c'était coupe. Nous allons revenir prochainement sur ces résultats-là. Oui, on en parlera, mais également sur le tout autre terrain, c'est bien sûr le tennis ici. On parle donc, c'était la finale hier de Master 1000 de Cincinnati. Tout à fait, quand je viens maintenant, et c'est je dirais, historique, Novak Djokovic qui a donc remporté pour la première fois de sa carrière le tournoi Master 1000 de Cincinnati en dominant, tenez-vous bien, Roger Federer, numéro 1 mondial éternel, qui lui cherchait le 99e titre de sa carrière. Ce ne sera pas possible. Victoire 6-4, 6-4 en 2-7 donc dimanche en finale, devenant par la même, pour la première occasion du moins, le premier joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins une fois chacun des 9 Master 1000 de l'ATP, le Serbe de 31 ans, qui avait perdu 5 finales à l'Ohio, dont 3 face à Roger Federer déjà, a enfin conquis le seul titre qui lui manquait. Il s'est donc un peu plus rapproché des premières places mondiales. Il passe à la 6e place pour le classement ATP qui sera publié ce matin. Merci donc à vous, Johannes Toranou, et c'est sur cette note que nous refermons cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit, c'est aussi bien sur la télévision que ces différents sites. Restez donc à notre compagnie pour plus d'informations. Au revoir.